dear. Valide people. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. C'est toujours rigolo de commencer comme ça quand ça fait 25 minutes qu'on est dans la même pièce, mais du coup ça devient officiel. C'est le moment où on commence. Est-ce que vous connaissez le podcast et du coup maintenant le cycle de conférences qui prend forme depuis quelques mois, Dear Valid People, à main levée à peu près comme ça approximativement, qui connaissait avant de venir ici pour la première fois? Ok, là non, là oui, ok, une moitié on va dire, la moitié, la salle. Donc à ceux, celles qui ne connaissent pas, bienvenue. Je m'appelle Camille Carneguez. Bonjour Camille. Et toi, comment t'appelles-tu? Moi c'est Damien Farjou. On se présente peut-être brièvement, oui, rapidement. On peut faire ça idéalement. Donc qui es-tu, Damien? Moi je m'appelle Damien Farjou, j'ai créé Dear Valid People il y a 3 ans. Parce que j'en ai eu l'occasion et parce que juste avant j'ai pu voir un micro-trottoir qui parlait de handicap, mais sans personnes handicapées en fait. On a posé les questions de c'est quoi le handicap, est-ce que les personnes de handicap sont bien perçues, mais à des personnes valides. Et moi, ça m'a un petit peu dérangé. En fait, je me suis dit, bon, ben là, ça m'énerve. Donc, j'ai eu cette occasion de créer cette émission de radio, podcast, pour remettre en avant les expériences vécues des personnes handicapées. Donc, j'ai eu l'occasion pendant 2 ans de faire une émission par semaine d'une demi-heure pour parler de choses qui paraissent simples de la vie de tous les jours. Mais en parlant du handicap, en plus, ça devient des véritables sujets finalement. Et il y a un peu plus d'1 an, Camille Carneguez, ici présente, m'a rejoint dans cette aventure. Et peut-être que Camille, tu peux en profiter pour te présenter et parler de ce qui s'est passé depuis. Oui, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je suis tombée amoureuse de Damien et du podcast. Je le dis ouvertement, Damien. Fin 2022, il est temps maintenant de mettre des mots sur des émotions. C'est bien. Je n'aurai plus chemise à la fin de l'émission. Waouh! Donc. C'est la dernière de 2022, ça part en roue libre. Hein, écoute. Oui, à l'époque, j'étais bénévole pour la radio, en l'occurrence où tu faisais ton podcast, Radio FM+, qui est notre fidèle partenaire et qui enregistre cette conférence ce jour. Et c'est pour ça que nous parlons dans des micros et c'est pour ça que quand vous aurez des questions, interrogations, questionnements, vous parlerez également dans des micros pour qu'on entende bien le podcast ensuite. Et c'était très intéressant l'approche que tu en avais de ce podcast à l'époque, parce que aussi, à l'époque seulement. Aujourd'hui, c'est la merde. Non. Non, mais parce que tu interviewais aussi des gens, tu l'as pas forcément précisé, mais il y a eu des invités sur chaque émission, chaque semaine, des invités avec une thématique abordée. Donc c'était le handicap, mais plus spécifiquement, le handicap est une thématique. Le handicap est le couple, le handicap est le voyage, le handicap est le travail, le handicap est la santé. Et c'était chouette parce que en fait, chacun avait forcément une perception, une vie, une réflexion qui était finalement un peu qui allait plus loin que simplement l'idée du handicap. Et voilà. Et en fait, ça entrouvrait pas mal de portes aussi. Et je trouvais qu'il fallait creuser. Il y avait beaucoup de sujets qui venaient s'entremêler à ceux évoqués. Et donc, c'était chouette d'aller plus loin.
Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir rejoint l'équipe. Et désormais, depuis l'été 2022, nous faisons des cycles de conférences. Donc à la Gazette Café pendant 1 heure et demie. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger de manière assez libre. On va lancer une petite projection vidéo rapidement. L'idée, c'est qu'on interagisse, qu'on pose des questions, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on n'ait pas forcément des réponses tout le temps, mais finalement qu'on puisse un peu aussi dédramatiser, détabouiser un sujet qui est celui du handicap. Et je pense que c'est un besoin qu'on a tous de pouvoir parler librement de ce sujet qui apparemment sera un sujet interdit, avec un mot interdit aussi, handicapé, est-ce qu'il veut dire, ne pas le dire. Et c'est vrai que nous, on a envie que tout le monde puisse en parler, tout le monde puisse dire quelque chose, parce que je pense que c'est pas en le taisant qu'on va faire avancer les choses, et que ça va continuer à mijoter dans notre tête, parce qu'on sait que le handicap est présent, mais on n'en parle jamais. Et je pense que c'est aussi ça, c'est raccrocher le wagon, c'est on sait que c'est présent. Maintenant, parlons-en et essayons de voir ce qu'on peut faire tous ensemble, parce que c'est pas qu'une affaire de personnes concernées, c'est des personnes qu'il y a aussi à côté, c'est la famille. Enfin, on est tous tombés dedans de manière plus ou moins abrupte. Et je pense qu'on a besoin justement de moments comme ceci pour les adoucir. Tout à fait. Ok. Peut-être serait-il temps de passer à ce petit visionnage. Oui. Donc on va vous diffuser la vidéo de « Et tout le monde s'en fout », une chaîne YouTube relativement récente. Qui connaît par main levée cette chaîne « Et tout le monde s'en fout ». Ok. Donc je vous la conseille. Elle parle de sujets de société, pas que de handicap, mais aussi de violence conjugale, de féminisme, d'écologie, toujours avec de l'humour. Humour un peu caustique, comme vous allez voir. Et Camille, je te laisse raconter des trucs pendant que je lance la vidéo. Faire des blagues, c'est plus de ton ressort, ça, normalement. C'est mon domaine, normalement, mais blagues. je te passe la balle. Vas-y. Merci. Non, mais pour cette vidéo, désolée par avance pour celles qui l'auraient déjà vue et qui la connaissent et qui nous suivent, car ce sont des fidèles auditeurisses depuis le début. Mais elle est chouette. C'est toujours une petite piqûre de rappel intéressante. Alors, il y a des sous-titres aussi. Ça va permettre peut-être de mieux entendre, mieux, en tout cas en lisant. C'est beau comme phrase. Oui. Mieux entendre en lisant. Moi, ça me... On s'arrête là, je pense. Hein. Ok, j'arrête de dire des bêtises. Bon visionnage, on en parle juste après. To burn the world tonight, that would be wonderful. Je voudrais qu'on se penche sur un truc qui fout mal à l'aise. Le handicap. Tu sais, c'est quand... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas. Tu sors à peine du coma. Bon, maintenant tu te rallonges, hein, ou je rappelle l'infirmière. Oh, ça va, je suis pas infirme, j'ai un doigt cassé. Oui, mais pour le moment, tu es considérée comme une personne handicapée. Oui, le handicap, c'est censé être une différence, pas une limite. Parce que si tout le monde a tendance à penser comme ça, c'est sûrement parce que ça nous renvoie à notre propre fragilité. Et quand D'accord, j'ai peut-être confondu ta vulnérabilité avec de la faiblesse. Oui, le handicap, ça fout toujours l'ambiance. Surtout quand ça se voit. En fait, c'est un peu comme si la seule présence d'une personne handicapée, ça impliquait soit de devoir s'en occuper par politesse, soit de se sentir mal à l'aise ou désolé. Oui, bonjour madame, pourrais-je avoir un sandwich s'il vous plaît? Oui. Chérie, on a du pain en braille ou pas? Mais les personnes handicapées, elles demandent pas toujours à être traitées comme des victimes. Ce qu'elles te demandent, à la rigueur, c'est de leur permettre d'exister sans compliquer leur situation. Parce que déjà qu'aborder le quotidien avec un truc de traviole, ça demande un certain self-control. Mais alors, quand l'environnement autour de toi est pensé pour tout le monde, sauf pour toi... Y a de quoi avoir envie de brûler des trucs. Qu'est-ce que tu fais encore par terre?
Oui, mais le handicap, c'est un luxe qui coûte cher et dans la nature, c'est vite réglé parce que les handicapés, ils ralentissent les progrès. Combien? Va rafraîchir tes idées dans la glace carbonique. Et si on se concentrait sur ce que les personnes handicapées peuvent nous apporter plutôt que de rester bloqués sur ce qu'elles nous coûtent? Un peu comme si on changeait son regard sur les autres pour arrêter d'être condescendant. T'imagines si on avait enfermé Albert Einstein dans un asile psychiatrique à vie parce qu'il avait du mal à s'exprimer? Ou Ray Charles et Stevie Wonder dans un monastère juste parce qu'ils étaient aveugles? Et balancer Stephen Hawking à la décharge avec sa maladie de Charcot? Parce que jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'était vite réglé. Dès que ton handicap était visible, on te tuait à la naissance. On appelait ça exploser le nourrisson. C'était pour cacher qu'on te filait à bouffer aux bêtes sauvages. Heureusement, à partir du Moyen-Âge, le concept de charité est devenu à la mode. Alors au lieu de les tuer, des fois on laissait les handicapés mendier dans la rue quand ils avaient échappé à l'exorcisme. Alors non, Grégory, je suis désolé, mais tu ne peux pas aller à l'école l'année prochaine. Parce qu'on ne met pas un cartable quand on a son frère siamois collé dans le dos. Un point, c'est tout. Oui. Par contre, si tu veux aller au cirque, il y aura plein de gens comme toi. Les infirmes, ils attirent toute l'attention alors que ça me concerne pas et qu'il y a d'autres problèmes. Va te coiffer au bistouri. À quoi m'énerver? Si tu crois que vivre la différence de handicap, c'est que pour les autres... N'oublie pas qu'un jour tu seras l'handicapé de quelqu'un d'autre. D'après l'ONU, dans les pays où l'espérance de vie dépasse 70 ans, Comme par exemple la France. chaque individu passera en moyenne 8 ans de sa vie avec un handicap. Donc arrête de croire que c'est juste le problème des autres. En fait, ce qu'on appelle les personnes handicapées, c'est avant tout une réserve de ressources incroyables. Tout ça dépend du regard qu'on porte dessus. Parce que vu les chantiers que l'humanité a en cours, c'est... Alors, Picon, encore vivant? Tiens. J'ai ramené des pommes. C'est lui qui t'a sauvé. C'est quoi ça? Tu filmes? Et vu les chantiers que l'humanité a sur les bras, c'est pas comme si on n'avait pas besoin des forces de tout le monde. Comme des enseignements du philosophe Alexandre Julien qui est handicapé moteur cérébral. Tiens, vas-y, lis. Alors, plus on cherche une chose, plus elle nous échappe. Il faut abandonner même Abandonné. Il faut abandonner même la recherche de la joie pour se donner complètement à l'instant présent. Ah, donc si je comprends bien, il prône l'abandon, mais surtout pas de baisser les bras. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il dit aussi, l'abandon, c'est la joie de ne lutter contre rien dans la vie pour être éminemment acteur. Ça te parle? Ouais, mais moi je vais te dire, le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on ne me laisse jamais finir mes épisodes? Wanna waste my time. For the world is mine. 2 horizontaux. Hop, tu vois, hop, j'ai une ligne. Allez, vas-y. Et comment vous m'avez retrouvé en fait? Bah, tu t'es encore garé sur une place handicapée. Ah, mais tiens d'ailleurs, je t'ai ramené tes PV. For the world is mine. Alors, pour celles qui n'avaient pas forcément visionné, qui connaissaient pas jusqu'alors, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce qu'elle est nulle? Est-ce qu'elle est intéressante et pourquoi? Et voilà. Quelqu'un veut accepter de prendre la parole? Si quelqu'un veut réagir, on ne vous l'a pas dit, mais il y a ce très beau monsieur ici qui est là pour vous faire passer un micro. De rien, Pierre. Ah! Oui, bonsoir et excusez-moi pour le retard, c'était horrible pour se garer, déjà. J'ai juste une remarque, en fait, la chose qui m'est venue en regardant, je ne l'avais pas vu avant et je ne connaissais pas la chaîne, pour être honnête, c'est que, il y a un moment donné, je comprends pas pourquoi on doit... Les personnes handicapées, désolée, je déteste dire porteuse de handicap. J'ai une fille qui est handicapée, donc je suis pas... je suis une copine, mais en fait, je comprends pas pourquoi il faut toujours démontrer le plus de la personne handicapée dans la société, le plus. Parce que je suis désolée, je vais être très crue, mais en fait, il y a des gens dans la société qui sont pas handicapés, qui n'apportent rien tel qu'on l'entend dans la société, en fait. Alors pourquoi les personnes handicapées devraient montrer qu'elles apportent quelque chose? C'est quoi apporter quelque chose, en fait? En fait, c'est ça. Ok. Ouais, c'était juste ce qui m'a... Waouh. On rentre dans le sujet direct, quoi. C'est bam, allez hop. Applaudissements à ma droite. Eh ben, voilà. Voilà ce genre de question qui restera peut-être sans réponse. Ouais. Là, en effet, je pense qu'on est sur une question encore
plus généraliste que le handicap, c'est pourquoi en fait il faudrait toujours démontrer qu'on est capable de faire des choses, et notamment par cette valeur travail. Pourquoi faudrait-il avoir un travail pour montrer qu'on vaut quelque chose? Est-ce que le fait d'exister ne mérite pas déjà d'avoir de la considération? Mais plutôt ça, on va surtout se prendre des critiques comme on a des faveurs, on profite de la société, l'argent social, etc. Sauf qu'il y a des choses qui sont bien au-dessus de ça, je pense. Et que dans le cas du handicap, en fait, on ne le comprend pas vraiment. Moi, je commence à peine à le comprendre, mais en fait, je pense que de par notre présence, on apporte déjà quelque chose. Alors, je dis ça dans le cas du handicap visible, évidemment, parce que il paraît que c'est évident. Après, ça, je suis pas si sûr, en fait, que le handicap visible soit évident. Je pense que les gens font beaucoup de raccourcis. Moi, comme j'aime bien dire, souvent, en fait, dans le cas du handicap visible, les gens vont présumer de nos incapacités. Et inversement, dans le cas du handicap invisible, on va présumer de nos capacités, alors qu'en fait, ça va être l'inverse. Exemple typique, ça va être présumé qu'une personne en fauteuil roulant va devoir passer plus vite qu'une personne debout à la caisse d'un supermarché, alors que cette personne debout, elle peut avoir des douleurs chroniques déclenchées par cette station debout prolongée. Donc je pense que non, il n'y a rien d'évident, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour en discuter, pour le dire, parce que je pense que trop peu de monde est au courant, et moi le premier, j'étais pas forcément au courant de base. Oui. Il me vient quand même en tête un exemple aussi plus général de un homme versus une femme, où il n'y a pas forcément besoin finalement d'expliquer, de justifier de sa place, de son rôle, de son travail, de sa place qui est pleinement et complètement légitime, alors que une femme, enfin en tout cas en plus dans le milieu professionnel, aura plus tendance à être dans ces dynamiques du syndrome de l'imposteur, et puis être dans un rapport à se justifier, d'être là et d'être présente et d'exister. Et c'est vrai que ce parallèle, il peut être fait de manière un peu globale, mais ouais, on est là-dedans, hein. On y est. Mais tu parles de justification. Justement, moi, ça me fait penser qu'on peut aller vers un sujet sympathique de l'administratif et parler de la MDPH. Qui sait ce que c'est de la MDPH ? Normalement, tout le monde devrait lever la main, plus ou moins. Ok. Donc, qui va en parler ? Parce que, nous, on aimerait bien se reposer un peu. Et que notre micro-boy serve. Allez. Ouais. Je n'avais pas vu la vidéo. Je l'ai découverte là. Et en fait, je me fais vieille. Je vais vous expliquer pourquoi je me fais très vieille. Parce que vous semblez avoir admis ce que moi je refuse. Vous semblez avoir admis le mot personne en situation de handicap, personne handicapée, handicapé. Moi, toute ma vie, je l'ai reconstruite en me sentant femme. Et là, je vois une femme et un homme, et je ne vois pas des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées. Faites condescendance que vous avez tous, que moi, je refuse. Puis, je l'ai lu, ce mot condescendance. Vous l'avez vis-à-vis de tous les valides. Là, vous avez accepté de monter. Je l'ai dit à Gilles, que c'est mon voisin, je le connais très bien. Moi, je refuse de monter
parce que j'ai vu qu'il y avait une hauteur qui n'allait pas et que c'est une conception validiste. Qu'on le veuille ou non, vous êtes rentré en niant votre problème et en acceptant qu'on ne vous prenne pas en considération pour ce que vos difficultés d'être. Moi, je m'impose comme je suis. Je suis connue, je suis la merde même, l'empêcheuse de tourner en rond souvent, parce que j'ai osé construire ma vie hors des sentiers battus, en menant la vie de n'importe qui. Et là, c'est là que je remets en question l'environnement. Là, ce soir, on a la chance d'avoir un plat incliné, mais combien de fois il n'y est pas pour l'accès à la Fed? Je peux vous donner des exemples. Je vais vous en donner un qui m'a choqué. Au Finémed, il y a eu Grand Corps Malade. Grand Corps Malade qui a des difficultés pour monter des marches. Personne n'a intégré que pour monter sur la Fed, il aurait fait difficulté. Et il a dû s'appuyer sur son auxiliaire de vie. Vous voyez toute la difficulté. Moi, honnêtement, ça m'a mis mal à l'aise. Mais personne n'a pas réagi. Même lui, il n'a pas pris le micro pour dire « Dites donc la municipalité de Montpellier, puis vous faisiez un petit effort là, pour les personnes en situation de handicap. » Moi, c'est ce que je fais tous les jours. C'est tout ce que je voulais dire. Yes. Ce soir, on y va fort, Damien, en fait. Ouais, c'est la fin d'année. Bisous, tout ça, joyeux Noël. Les gens font les transitions un petit peu du sujet de la MDPH, mais oui, allons-y. On va y revenir. Attends, je prends des notes, parce que conception validiste, c'est quand même quelque chose où il faudra en parler après. Et ensuite, la rampe, pour les gens qui nous écoutent, vraiment. Je pars du principe qu'on va être 550 à nous écouter et que du coup, les gens ne sauront pas de quoi on parle. Donc, en l'occurrence, la personne qui vient de parler parlait de pour préciser le degré de rampe et la technicité de la rampe qui est très approximative, on va dire, qu'elle mérite d'exister, certes, mais qui en effet est hyper casse-gueule, pour être honnête. Damien, je pense que tu sais de quoi tu parles. Oui, je viens de rentrer dans le mur en montant. Les lunettes, ça rappelle aussi. Donc oui, en effet. Alors, plusieurs choses. Donc la conception validiste, on va y revenir. Alors, oui, c'est vrai que cette rampe n'est absolument même pas aux normes. Elle est en effet dangereuse et elle en devient problématique. Mais en effet, elle a le mérite d'exister. Alors, où est-ce qu'on se place avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que on va partir du principe que, en fait, elle existe, mais elle est complètement inutile parce que, oui, certes, on est sur scène, mais pour combien d'efforts et combien de problématiques, et il n'est rien arrivé de grave, entre guillemets, physiquement, mais ça aurait pu, enfin bref. Ou alors, on part du principe que, elle a le mérite d'exister, donc finalement, on apaise notre combat, et bon, écoute, tant pis, on est sur scène, donc après tout, on fait l'effort de... J'avoue que personnellement, je suis dans une dynamique un petit peu plus nuancée de ces deux extrêmes. À mon sens, la vie n'est pas que faire des efforts et s'adapter dans une société faite pour et par des valides, et où du coup je devrais constamment m'adapter à ce système-là. Mais je ne suis pas non plus tout le temps dans une dynamique de rien. Enfin, les choses sont partiellement accessibles entre gros guillemets, et du coup, je suis dans une guerre totale contre les lieux culturels, contre les lieux publics et j'en passe. Voilà. Personnellement, en tout cas, je suis dans une approche. J'essaie de m'efforcer d'être dans une approche un peu plus nuancée. Parce que, en fait, sinon, on est un peu dans un discours et dans une réflexion d'émotion, et qui, du coup, implique soit beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de tout ça, ou alors une forme de résilience, une forme de je laisse tomber. Et
je trouve que voilà, dans ce système, il y a un peu à prendre et à défaire. Et bien sûr qu'il y a un combat qui doit se mener, mais... Alors, je vais rebondir. Il y a une histoire de génération. Eh oui. Moi, j'ai vécu hors des lois. D'accord ? Vous êtes avec les lois. Normalement, on devrait avoir l'univers adapté. Je vous rappelle que la première loi, c'est 1975. Vous étiez peut-être pas né. Moi, j'avais déjà 20 ans. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis que moi, bien sûr, il y a de la colère. Il y a de la colère, pourquoi ? Parce qu'on ne met pas les moyens. On ne construit pas la vie autonome. On ne construit pas les lieux pour accéder et vivre au milieu de tout le monde. Et vous fermez de caution quelque part. Que vous le veuillez ou non, on vous met sur le plateau, on vous montre, oui, vous vivez. Mais il y en a beaucoup. Moi, je vis très bien. Mais je me suis battu pour vivre comme je vis. Et il y en a combien qui font des anti-héros que vous a parlé, madame, et que moi j'admire, parce que ceux-là, ils ne verront jamais leur place, ils ne prendront jamais le micro. Et on les oublie allègrement. C'est aussi pour ça qu'on a créé ces conférences, et que oui, en effet, nous, pour monter sur scène, c'est pas accessible à 100%, mais on a la chance d'être accueillis ici à la Gazette Café, qui est, à mon sens, un lieu très accessible par rapport à d'autres lieux sur Montpellier, et qui nous permettent d'accueillir des personnes en fauteuil roulant. Et justement, ces personnes oubliées, nous, on aimerait s'en rappeler, ils sont ici les bienvenus. Et que nous, on n'a qu'un espoir, c'est qu'un jour on ait une salle remplie de personnes en fauteuil roulant, parce que c'est aussi un espace pour pouvoir en parler de ces sujets de manière sécuritaire. C'est vrai que malheureusement, quand on parle du handicap avec des personnes qui ne sont pas concernées, on est souvent tu. Les gens vont chercher à nous dire « Oh, mais t'exagères !» Tu en demandes un peu trop. Et non, on ne demande pas trop. Et nous, c'est vrai qu'on accepte en effet ce manque d'accessibilité, mais parce qu'on le peut, parce qu'on peut se le permettre. Encore. Moi, j'ai une maladie dégénérative, donc je sais qu'un jour je ne me le permettrai plus, et ce jour n'est pas arrivé, donc j'en profite encore, quitte à prendre des risques et à foncer dans les murs. Mais ça, c'est un prix que je suis prêt à payer personnellement. Et je pense que malheureusement, on est à un point aussi pour réveiller les gens, mais on a besoin de ça. On a besoin de personnes qui se confrontent à ces problèmes d'accessibilité pour que les gens se rendent compte que ouais, c'est quand même un problème. C'est ah oui, cette personne a failli tomber alors qu'elle vient là toutes les semaines. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Ami, c'est ne pas hésiter de remettre le couvert sur ce sujet, cette rampe qui paraît être un sujet anodin, mais qui en fait, le sujet principal, c'est oui, il faut qu'on ait une vraie rampe pour cette scène, parce que pour être tout à fait transparent, cette rampe à la base a été prévue pour l'autre scène principale, et donc forcément entre deux scènes il y a des différences, et donc ça ne marche plus. Mais un jour on espère avoir une nouvelle rampe, parce que ça nous semble justifié, parce qu'on est là tous les mois et qu'on crée un événement qui, je pense, a le mérite d'exister et qui a sa forme d'unicité. Oui. Alors, je prends des notes parce que je ne connais pas mon sujet. Alors, pour essayer de structurer ma pensée, parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors,
En fait, à mon sens, ce sujet de l'accessibilité, déjà, on parle de quoi? Quand on parle d'accessibilité, on va être assez concret. On parle d'accessibilité de terrain, accessibilité du bâti. Donc, accessibilité qui est de l'ordre de la mise aux normes pour entrer dans un espace. Entrer dans un espace qu'une personne en situation de handicap visible, en l'occurrence, en général, en fauteuil, en béquille, puisse accéder à ce lieu-là. Or, on va essayer d'ouvrir aussi cette thématique du handicap l'année prochaine et les conférences à venir. Et là, on commençait déjà à l'introduire, que le handicap n'est pas que visible. Et finalement, le pourcentage de personnes en situation de handicap physique, et en l'occurrence en fauteuil roulant, est très moindre. Enfin, c'est pas la majorité des personnes handicapées. Donc déjà, ça, c'est une première chose, factuellement. La deuxième, c'est que, à mon sens, l'accessibilité physique, donc de terrain, j'entends, elle est assez réductrice, finalement, d'une inclusion, j'aime pas ce terme, mais d'une présence complète et totale de la personne handicapée, quelle qu'elle soit. Pour moi, l'accessibilité de terrain, elle n'est qu'un point, qu'elle n'est qu'une partie de l'accessibilité totale en fait, on vit dans une société avec des personnes, juste des personnes, des êtres humains, où certains, en effet, ont des besoins, ont des caractéristiques, ont des différences, mais finalement, on est tous, tout à chacun, différents. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces personnes, qu'elles soient handicapées ou non, en fait, elles ont la capacité de vivre dans un espace de vie. Donc, elles ont la capacité d'agir et d'interagir, de travailler, de manger, de boire, de vivre dans une société culturelle, sociale, d'avoir une vie sociale, etc. Et alors certes, si les lieux ne sont absolument pas accessibles, mais ces personnes-là ne peuvent pas finalement vivre la vie comme on l'entend. Mais je pense quand même que ça va au-delà de ça. Ça va aussi, on entre sur une perception, une sensibilisation, sur qu'est-ce que le handicap. Au-delà de il y a une rampe ou il n'y a pas de rampe. Grosso modo, je caricature. Mais je vais juste donner un exemple personnel. Moi, je suis partie au Cambodge en service civique pendant 7 mois. Donc moi, je suis handicapée de naissance, en fauteuil roulant et debout aussi sur des petits trajets, en fauteuil roulant manuel. Et quand je suis partie au Cambodge, je savais pertinemment que ça allait être un pays où clairement ces normes et cette mise en activité n'existent pas. Et où en plus, qui plus est, la perception du handicap était différente. elle est vraiment en plus entachée de tout un historique aussi où un pays qui clairement est encore en développement, en tout cas de manière d'infrastructure et financièrement économiquement sur plein d'aspects, mais où en tout cas oui, le rapport à handicap, on est encore sur quelque chose de la personne handicapée ne vaut pas, n'a pas de valeur en tant que telle, et c'est quelqu'un qui est accidenté de guerre, accidenté des mines en l'occurrence, beaucoup d'accidents de mines, etc., donc beaucoup d'amputations, etc. Enfin bref. Et en fait là-bas, oui, d'un point de vue infrastructure et déplacement dans l'espace, c'était folklorique. Pas forcément envie de dire difficile, mais folklorique en tout cas, folklorique. Mais il y avait tellement un rapport à l'autre, à autrui. Il y avait tellement une rencontre, une profonde gentillesse, je sais même pas si c'est de la gentillesse, mais en tout cas d'empathie, juste de considération, plus de considération et de respect de l'autre, que finalement, en fait, le handicap, c'est même plus qu'il était optionnel, parce qu'il existait et il était bien là. Mais finalement, il n'était qu'une caractéristique parmi d'autres, parce que finalement, quand il s'agissait d'aller d'un point à un point B, oui, on prenait un tuk-tuk, mais comme toute autre personne qui allait prendre un tuk-tuk et qui finalement, ils allaient se retrouver à 5, 6 dans un tuk-tuk, voire des fois 3, 4 sur un scooter, parce qu'en fait, c'est culturel de se déplacer d'un point à un point B en étant complètement mal à l'aise, chargé. Et je pense que
ce rapport-là culturel là, forcément, il entrait en compte en fait dans le rapport à l'autre, et là, en l'occurrence, dans le rapport au fauteuil. Bref, tout ce monologue pour dire que, à mon sens, c'est de l'accessibilité de terrain, enfin du bâti, c'est un point parmi tant d'autres, quoi. Justement, je me demandais, on parle effectivement de handicap moteur, mais qu'est-ce qu'on pense finalement du handicap qui se voit pas, l'aspect psychique? Pour vous, qu'est-ce qui est mis en place en fait au final autour de ça, quoi? Encore moins de choses, je pense, malheureusement, parce qu'en effet, on peut catégoriser le handicap entre handicap moteur, handicap sensoriel avec visuel, auditif, et le handicap mental. Et je pense que malheureusement, c'est un des handicaps qui sont le moins mis en avant, même dans le milieu de la recherche, malheureusement, je pense. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux dire de l'accessibilité psy? Malheureusement, pas grand-chose, parce que déjà, de un, je suis pas concerné. Donc déjà, je préfère je vais sûrement dire des bêtises. Et pour moi, ce que disait Camille, je pense que c'est encore plus prépondérant dans le cadre du handicap psy, parce que le handicap psy va souffrir d'énormes stéréotypes, notamment par les films, où la schizophrénie, c'est le serial killer. Évidemment. Non, c'est une hérésie. D'ailleurs, j'invite les gens. Là, récemment, il y a France 3 qui a fait quelques vidéos étiquettes pour parler du handicap moteur en fauteuil roulant, mais aussi du handicap psy, de personnes schizophrènes qui viennent parler de leur expérience et d'échanger sur les stéréotypes de ce qui est autour de la schizophrénie, ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux. Et je pense qu'on va en apprendre beaucoup. Moi, personnellement, je sais qu'elle est en attente de lecture depuis quelques temps. Je sais qu'un jour, j'aurai le temps de la regarder. D'accord. Bonsoir, merci déjà pour votre sourire. Moi, je trouve ça génial, donc bravo pour ça. Ensuite, pour l'estrade, c'est des textes qui sont peut-être revus depuis, mais l'accès au public, il est dans le Gazette Café. Donc déjà, merci à eux de nous accueillir. Alors moi, on intervient aussi dans le Gazette Café. Merci à eux. L'estrade, c'est un plus, c'est-à-dire qu'ils rajoutent une rampe, mais je ne suis pas sûr que ce soit une obligation pour eux de mettre une rampe pour que vous puissiez accéder à l'estrade. Vous pouvez accéder à l'espace, c'est ça qu'on attend d'eux. L'estrade, pour moi, c'est un plus. Donc, je ne suis pas sûr que réglementairement, ils aient l'obligation d'avoir une rampe adaptée. Voilà, c'était juste... Il y avait une question devant, évidemment. Mais je crois qu'il y a des spécialistes là qui vont peut-être me reprendre par rapport à ce que je viens de dire. Ça tourne sur soi-même. Mais déjà, je sens que je vais me faire engueuler, mais avec le sourire. Pendant que madame prend le micro... Non, je vais pas lui donner le micro, comme ça, je suis sûr de ne pas me faire engueuler. Non. Non, je pense que vous avez raison, parce que malheureusement, la loi a des limites. Et en effet, il y a dans la loi de l'accessibilité, il y a toujours sa différence entre l'accessibilité d'un lieu public et d'un lieu de travail. Et malheureusement, l'accessibilité du lieu de travail, mais il n'y a rien dessus parce que c'est en lien avec le droit du travail et qu'il n'y a rien. Donc ça explique aussi pourquoi l'emploi des personnes handicapées est si difficile, peut-être. Mais oui, en effet, on est en droit de se poser la question. Mais malheureusement, en tout cas, Camille pourra sûrement le dire aussi, on ne peut pas se limiter à la loi. Surtout qu'elle est en train de régresser, de reculer, parce que, notamment avec la loi Elan, madame l'a dit, la première loi handicap, c'est 1975. En plus de 40 ans, il n'y a rien eu qui a vraiment bougé. Et il y a même maintenant des lois comme la loi Elan qui viennent reculer
ce qu'on se bat à obtenir. Donc forcément, en effet, ça pose des questions aussi de nous, notre combat, la fatigue militante, etc. Mais je laisse madame réagir. Merci. Je vais vous répondre. Bon, ah non. Soyez rassurés, je ne mords pas. Donc, c'est clair que la FEN, on peut considérer que c'est un accessoire. D'accord ? Mais je vais vous donner un exemple personnel. Camille en a donné un. Je vais vous faire valoir le mien. Il y a quelques années, j'ai été sollicité pour être juré d'affuse. J'aurais pu me faire dispenser comme n'importe qui. Aller voir mon médecin, trouver une excuse bidon, dire allez, j'y vais pas. Je me suis dit, voilà l'occasion ou jamais de tester le tribunal. Et bien sûr, je n'ai pas demandé de dispense. Le hasard a bien fait les choses. La première boule qui tombe, c'est mon numéro. J'arrive, je monte donc au tribunal, et là, l'avocat de la défense ne dit rien, l'avocat autre non plus, et il y a de longues minutes qui passent, parce que normalement, je dois monter, et rien n'est prévu. Parce que déjà le matin, la greffière était venue me voir en me disant « Vous avez votre dispense ?» Ah, j'ai dit « Mais je ne veux surtout pas être dispensé. Je veux être juré. » Et là, grand branle-bas de combat dans tout le tribunal. On a été chercher le tribunal, on a été chercher tout le monde pour voir ce qu'on pouvait faire. Et il n'y avait rien à faire. Parce que rien n'avait été pensé, rien n'avait été prévu. On avait tiré un trait sur ma citoyenneté, comme on le fait allègrement tous les jours. Hein. Parce que ce que ça vous paraît banal, cette histoire. Mais c'est tous les jours qu'on tire un trait. Et là, il faut que j'accepte d'être inégal. Que je dise merci, encore, avec le sourire en plus. Parce que j'ai appris à la voir. Même si mon discours est infusif, j'ai le sourire. Mais il n'empêche pas moins que si ceux qui veulent lire ma page Facebook, je m'appelle Dominique Mignona, j'ai été présidente d'une association qui s'appelait Action avec le H du handicap devant. J'étais bien connue pour le côté revendicatif. Je le reste toujours, j'ai plus d'association. Je suis trop vieille et tout ce que vous voulez. Ce soir, je suis là. Je prends encore la parole parce que j'y crois. J'y crois. Et je veux cette égalité. Pour moi, c'est tout ce que je veux. Et je ne lâche pas. Et chaque fois que je me trouve en confrontation, je dis les choses. Et je dis, c'est pas la priorité, le handicap. On ne veut pas mettre les budgets. On accorde des dérogations. Je vais vous donner un exemple. Cinéma diagonal. Pourquoi on ne peut pas accéder à toutes les salles? Un cinéma en plein cœur de la ville. Alors que l'Utopia, qui est tout petit, ils vont faire l'effort de mettre un ascenseur. Au nom de quoi on a accepté cette dérogation? Et que vous pouvez me l'expliquer. Donc voilà, tout ça, Gilles, tout cela, on y est confronté. Je suis une de celles qui ouvre le plus la voie. Mais à un moment, il va falloir les faire, les travaux, et pas nous prendre pour des imbéciles. Voilà ce que je dis. Bon, Dominique, nous n'allons pas rester jusqu'à 23h30. Il faudra revenir à la prochaine. Rendez-vous le 5 janvier à 18h. C'est ça, tous les premiers jeudis du mois, 18h à la Gazette Café. En fait, ce qui est très intéressant dans la réflexion que vous avez eue par rapport à cette rampe, au-delà en fait de l'aspect de la loi et de la règle, c'est que ça pose vraiment la réflexion, quand on questionne un peu, c'est que ça pose vraiment la réflexion de, du coup, en fait, la personne handicapée, donc encore une fois, la personne handicapée qui a besoin d'une rampe, donc on va parler personne handicapée moteur, en fauteuil, ne peut pas accéder à la scène parce que finalement elle peut avoir tout le reste de l'espace du café parce que finalement sa place n'est pas sur scène. En l'occurrence, son rôle
Non, bien sûr que vous l'avez pas dit, et je pense que vous le pensez même peut-être pas. Mais c'est qu'en fait, dans l'idée, je sais pas d'ailleurs, mais en fait, dans l'idée qu'on en a de se dire, finalement, ce lieu reste, accessible dans son ensemble, etc. Mais l'accès à la scène, là où finalement, on peut prendre la parole, on peut prendre ce micro et enfin se faire entendre d'une manière ou d'une autre, par un art, par une conférence ou quoi. Eh bien ça, on n'y a pas accès. Vous avez le micro ? Bien sûr. Non mais bien sûr, mais j'ai le micro parce que je peux me permettre en effet de monter sur cette scène. Parce que même si jamais elle n'existait pas, on aurait fait autrement ou d'une manière ou d'une autre. On aurait triché. Mais c'est qu'en fait, de manière un petit peu plus globale, c'est ça aussi que ça pose. La question de l'accessibilité au lieu, au-delà de l'aspect physique des choses, c'est comme vous donniez l'exemple de la rampe qui n'avait pas été faite pour Grand Corps Malade. C'était ça. C'était en fait... Et ça me fait même penser aussi dans la pop culture, dans la représentation au cinéma ou dans des séries. On prend souvent des comédiens, des acteurs qui ne sont pas en situation de handicap, qui vont jouer un rôle de personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Parce que finalement, en fait, c'est plus simple. Alors, peut-être qu'ils sont meilleurs acteurs, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, c'est que c'est plus simple aussi d'avoir un acteur qui est valide. Parce que finalement... on abandonne tout l'aspect accessible en amont, on abandonne les coulisses du handicap. J'avais échangé avec un accessoriste de la grande série qui se tourne à Montpellier, Un si grand soleil, et pour ne pas la citer, et où il y avait eu un acteur qui jouait le rôle donc de quelqu'un en situation de handicap, en fauteuil roulant, et je lui avais demandé si cet acteur-là, je l'avais pas vu, ce comédien-là était handicapé. Il me dit non, pas du tout, comprenez bien, il faut aller au Pic Saint-Loup, c'est compliqué quand même, donc vaut mieux qu'il soit valide, quoi. Bon, ça fait mouche quand même, parce que en fait, c'est que cette place-là, cette place de la représentation, cette place de la prise de parole, elle n'est même pas pensée. Il n'y a même pas l'imagination qu'une personne handicapée puisse prendre cette place-là. Ouh là là, il va y avoir plein de réactions. Je vous donne le micro juste après. Moi, dans l'idée... Alors, je préside une association où, en fait, on vient aussi ici, on a cette même problématique que vous. Moi, dans l'idée, déjà, on est là. Ça veut dire que vous pouvez en parler. Pour moi, la rampe, c'est un plus qu'on peut leur demander au Gazette Café, parce que moi, dans le Gazette Café, la plupart du temps, il se plie en deux pour nous accueillir. On reçoit aussi des gens qui sont en fauteuil roulant. Donc, dans l'idée, c'est de pouvoir nous accueillir au mieux. Certes, il y a des difficultés, certes, il y a des choses qui ne sont pas adaptées, mais en même temps, avec eux, on peut avancer. Donc, moi, déjà, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, pour moi, je ne vais pas cracher dessus. Alors effectivement, la rampe, elle n'est pas tout à fait adaptée. Et en même temps, dans les textes, je ne suis pas sûr qu'ils aient le devoir de le faire. Après, je pense que si on leur demande gentiment, si on discute avec eux, si on insiste un petit peu, si on revient dessus, ils ont fabriqué une rampe comme ça. Je pense que pour eux, fabriquer une rampe avec un angle un peu moins important, on va dire, ils vont le faire. Mais je ne suis pas sûr que le mec qui a fait cette rampe-là, il y ait pensé. On l'a déjà dans la poche, le gérant, donc vous inquiétez pas. Voilà. On peut parler avec lui. Voilà, ça c'est va parfait. arriver. Mais en fait, on leur crache pas dessus. Mais c'est vrai que cet exemple de cette rampe, en fait, pour moi, est un exemple qui revient dans toute la société. Et vous l'avez très bien dit, c'est considéré comme un plus. Pour moi, à partir du moment où la rampe est considérée comme un plus, c'est la preuve qu'il y a un problème dans cette société. Parce que pour beaucoup... Est-ce que la rampe n'est pas une métaphore de la vie, finalement ? Tout à fait. Merci. Mais malheureusement, on arrive à un point où aujourd'hui, en fait, on demande aux personnes handicapées d'avoir leur propre rampe. Il y a des personnes en fauteuil qui se baladent avec leur propre rampe pour pallier eux-mêmes à ce problème d'accessibilité. Ça ne devrait pas être le cas. On est citoyen français, c'est au gouvernement français d'y être responsable, pas aux citoyens qui sont là. Allez-y. Oui, je ne voulais pas revenir sur la rampe, je suis désolée. C'est très bien comme ça. Oui, non, est-ce que si on reprend en chiffres, par exemple, si on a un chiffre du pourcentage de la
population française globale qui est en situation de handicap. Quel chiffre vous 20%. 20%, ok. Super, merci. Visible, invisible, bien entendu. Et donc je pense que ce qui devrait accompagner la loi, attention, je vais vous proposer une solution incroyable, c'est la visibilité, donc 20% de la population, donc une visibilité de 20%, que ce soit médias télévisés, médias écrits, ou, enfin, en effet, qu'il y ait plus de présence, parce que je pense qu'aujourd'hui, mais on en a déjà beaucoup parlé avec Camille, la question du validisme, et que comme il n'y a pas... Enfin, c'est la responsabilité des valides, c'est-à-dire que sans avoir conscience, si on est valide, on n'a pas conscience qu'il y a des situations de handicap et qu'on les voit pas, qu'on les entend pas, et que, alors parce qu'ils sont invisibilisés, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc en fait, c'est presque. Alors non, je vais pas dire inconsciemment, mais donc finalement, la société n'y pense pas et ne va pas justement faire des efforts, si on appelle ça des efforts, alors que ce serait même plus des efforts si ça faisait partie de notre quotidien à un moment, valide ou invalide, visible ou non visible. Donc c'était pas vraiment une question. Alors, je vois plusieurs problématiques. En fait, dans ces 20%, c'est qu'il y a tous les types de handicaps confondus. Reconnus. On adore, reconnus, ouais. et qu'on adore aussi minimiser les choses. C'est-à-dire qu'il y aurait des handicaps, c'est pas des handicaps, c'est des petites choses gênantes de la vie. Mais en fait, non, il faut savoir appeler un chat, qui vient aussi de cette problématique de l'utilisation de ce mot qui est handicap et handicapé, parce qu'elle est toujours connotée négativement, quelque chose qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas enviable, quelque chose que de mal. Et ça, je pense, c'est ce problème aussi. Tu l'as dit, c'est inconscient. Moi, je suis pas sûr. C'est surtout qu'ils n'ont pas envie d'y penser. Ils n'ont pas envie de penser que ça peut leur arriver, alors que ça peut arriver à tout le monde ici, en fait. Donc... Il y a vraiment l'idée que ça puisse déjà servir à soi avant tout, quoi. Je me rappelle d'un bar à Montpellier où j'avais été dans plein centre-ville, qui est vraiment pour le coup très accessible, avec une rampe, etc. Un bar qui payait pas forcément de mine d'extérieur. Et en fait, je me rappelle avoir remercié le gérant de ce bar. Voilà, on est vraiment encore dans ce truc de... On remercie pour la mise en activité alors qu'elle est juste normale et légale. Mais bref, je remerciais parce que c'était pas, ça aurait pas forcément... J'aurais pas parié dessus. Et en fait, il m'a répondu de manière très honnête qu'il l'avait avant tout fait pour lui et pour eux qui se déplacent avec des gros chariots et beaucoup de bouteilles, beaucoup de plateaux, beaucoup de... J'ai trouvé ça très intéressant comme réponse parce que déjà elle avait le mérite d'être très honnête et en fait elle de manière un petit peu plus générale, je trouvais qu'elle amenait vraiment quelque chose, elle amenait vraiment une réflexion de ah ouais, en fait, pour rendre plus accessible mon espace, et en l'occurrence mon domaine, mon lieu de travail, si c'en est un, eh bien, il faut d'abord que ça me serve à moi. C'est que je vais faire l'effort, je vais en effet faire l'effort, hein, je choisis mes mots, je vais payer pour quelque chose qui va d'abord me servir à moi, avant tout. Et moi, et du coup, mon déplacement, et donc une meilleure productivité, une meilleure rentabilité, etc., etc. C'est intéressant parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait en fait oui, est-ce que si tu montes pas sur scène, est-ce que les gérants se diront ah mince, si on avait mis une rampe au moins ils viendraient, mais en même temps si tu montes sur scène on se dit bon bah finalement pas besoin de mettre une autre rampe parce que il sait gérer pour monter sur scène, enfin tu vois. Toi tu dois te la poser Damien comme question parce que tu as l'habitude de monter sur scène récemment autre que pour faire des conférences. Oui. Monsieur fait des blagues sur scène. Oui. Mais je pense que aussi il y a un paradoxe malheureusement, que les gens qui font l'effort d'avoir une forme d'accessibilité ou d'avoir des rampes, mais l'information n'est pas transmise. Il y a encore trop de lieux aujourd'hui qui ont des rampes mais qui ne le montrent pas, et c'est pas toujours les meilleures rampes du monde. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. En fait, souvent,
on a la bonne surprise, c'est qu'on est obligé toujours d'avoir cette charge mentale de faire l'effort de demander à la personne, alors en sachant que c'est des lieux qui sont pas accessibles de base, donc une main, donc il faut réussir à s'ouvrir la porte, ça demande à quelqu'un qui passe d'aller discuter à la personne à l'intérieur. Et c'est quand même dommage parce que oui, en effet, devoir remercier le gérant, c'est normal. C'est normal en fait que ça soit accessible, mais c'est aussi un effort énorme pour les commerçants parce que les personnes qui ont envie, veulent le faire, qui sont de bonne volonté, et combien sont bloqués, freinés par l'enfer administratif de la mise en accessibilité. Et je pense que ça vient là aussi graisser un rouage du validisme ambiant par l'accessibilité, malheureusement. Et je fais juste une petite parenthèse en expliquant que là, évidemment, on prend l'exemple de ce lieu culturel, enfin, ce café, restaurant, bar dans lequel on est, mais évidemment, c'est le cas de manière plus générale aussi sur des ascenseurs, sur des gares et tutti quanti. Les logements, c'est encore autre chose. Oh non. J'ai répété alors que je voulais pas répéter. Je veux pas aller sur ce sujet. Pas les logements, non, non, non. Non, moi je reviens juste sur l'histoire de la rampe. Oh non, non. Il y a une expression tiens bon la rampe. Ça veut dire ne pas se laisser abattre face aux difficultés, à l'adversité. Donc je pense qu'effectivement c'est un vrai sujet. Merci. Tenons bon la rampe, Damien. C'est ça l'expression qu'il faut retenir. On fera ça. Merci. Ah, il y a une autre question. Noé, Gilles. Concernant les maisons pour tous, c'est vrai qu'il y a pas mal de loges d'artistes qui sont pas accessibles. Effectivement. Bah oui, les maisons pour tous, les lieux culturels, de manière générale. C'est un gros sujet, ça aussi, la culture, le handicap, l'emploi. J'étais sur une... Que de sujets. Est-ce qu'on a envie de parler d'un autre sujet que l'accessibilité ou on fait un numéro spécial en cette fin d'année? En effet, tu parles de la culture, tu parlais de moi qui, oui, monte sur scène depuis un peu plus d'1 an parce que je fais du stand-up. Et en effet, on est obligé de devoir s'accommoder, même pour monter sur scène, où je ne peux pas monter sur scène avec mon fauteuil. Donc on me met une chaise sur scène pour que je puisse m'asseoir. Et des fois, des scènes sont en sous-sol et des fois, des scènes sont à l'étage. Donc, en fait, mon fauteuil ne va même pas à l'étage ou en sous-sol. Il reste là où il peut. Et c'est un choix que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au niveau de la culture, notamment de l'humour, il y a ce besoin. Il y a ce besoin urgent de pouvoir rire de cette thématique, parce que je pense que le rire a un pouvoir d'inclusion. Alors, en effet, ce mot est à remettre en question aujourd'hui peut-être, mais je pense que par le rire, on peut faire passer des messages que les gens ne parviendraient pas à entendre autrement. Et ce que j'essaye de faire, moi, par ma pratique du stand-up, c'est d'essayer de faire rire sur les aberrations qu'on peut vivre en tant que personne handicapée et en tant que personne en fauteuil roulant dans mon cas, et notamment sur les réactions humaines, parce que je suis pas sûr de réussir à faire rire avec une rampe. J'essaierai un jour peut-être, mais les réactions des gens, c'est quand même une dinguerie, souvent. Voilà, où les gens vont toujours avoir l'impression qu'il faut nous aider tout le temps, 100% du temps, et ça peut donner des réactions comme
je passe un passage piéton, une personne à côté de moi, elle se tourne, elle voit que je suis en fauteuil roulant. Première réaction, c'est pas bonjour, c'est pas comment ça va, c'est t'as besoin d'aide. On traverse le passage piéton, tu veux faire quoi? Me tenir la main? Non. Et en fait, c'est ça que j'essaye de mettre en lumière aussi, c'est que il y a tellement d'inconscient sur l'aide pour les personnes handicapées qu'on va toujours partir du principe que l'aide est une bonne chose. Non. Non, l'aide n'est pas une bonne chose. N'est-ce pas, Camille? Oui, l'aide n'est pas une bonne chose. Le non-consentement n'est pas une bonne chose non plus. Aider quand on ne l'a pas demandé et quand on a expressément dit non, ce n'est pas une bonne chose. Mais oui, des phrases aussi du style bon courage ou du style t'as du courage d'être là quand on boit des verres dans un bar. Enfin, vraiment, je trouve que l'image est assez parlante de vraiment boire une bière et de nous souhaiter bon courage ou c'est chouette que tu sois là. Et je trouve que c'est dans un de tes sketchs où tu dis mais tu voulais que je sois où? Je la trouve géniale en fait, c'est ça. C'est quand tu pousses la réflexion, parce que l'idée c'est ça aussi de ces conférences, de ces échanges, de ces interviews aussi avec d'autres personnes, c'est de pouvoir pousser finalement un peu la réflexion parce qu'elle est beaucoup plus globale et elle n'est absolument pas éloignée, enfin elle n'est pas... elle est plurielle, quoi. Elle n'est pas simplement là de temps en temps, temporairement. Elle fait vraiment sens chez toute personne. Enfin, j'imagine que vous pourrez acquiescer avec moi, mais chez toute personne handicapée, à un moment donné, visible en tout cas, ce genre de réflexion a été posé, quoi. Et c'est fou parce que qu'est-ce que ça vient questionner, quoi? Qu'est-ce que ça vient dire de l'autre, en fait? Comment l'autre peut se sentir capable de dire ça, et qu'est-ce que ça vient proposer chez lui, quoi. Je pense qu'il y a aussi une forme de réaction au handicap et notamment au fauteuil roulant, parce que je pense que les gens ne sont tellement pas habitués qu'ils sont choqués et que de ce choc provient des maladresses et ces questions de est-ce que tu as besoin d'aide à des moments totalement inadéquats et que moi ça me va très bien parce que ça me fait des blagues mais c'est vrai qu'on se pose des questions. Par contre il y a des fois en effet où c'est plus grave entre guillemets, où les gens nous demandent si on a besoin d'aide tout en nous aidant. Ben en fait, pourquoi tu nous poses la question si tu es en train de nous aider, en fait? Ce n'est pas utile. Pardon, du coup je rebondis là-dessus. À ce moment-là, effectivement, si l'aide proposée, le réflexe finalement que les gens ont envers vous, qu'est-ce que vous attendez d'eux à ce moment-là? Si c'est pas juste vous poser la question, parce qu'au final ça revient à vous poser juste la question si vous avez besoin d'aide. Ça n'engage à rien en soi. Non. Dans l'ensemble. Donc du coup, il y a pas... Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas... Là, tu parles effectivement de personnes qui peuvent aider, enfin, qui peuvent proposer leur aide tout en aidant. Et à ce moment-là, ça peut devenir gênant parce que c'est pas ce que vous avez demandé, c'est pas ce que vous désirez. Mais justement, pour ces personnes, comment doivent-elles se comporter, en fait? Qu'est-ce que vous attendez des personnes valides? Qu'elles écoutent, qu'elles prennent le temps d'écouter, qu'il n'y a pas d'urgence. On a souvent l'impression que les personnes valides veulent nous aider, mais toujours en disant vite, il faut l'aider, il y a toujours de l'urgence. C'est exactement comme ça que tu vas mal m'aider. Et c'est exactement comme ça que tu peux te faire mal, en fait. Le nombre de fois que j'ai roulé sur les pieds des gens parce qu'ils étaient pressés à m'aider, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, foncièrement, je ne suis pas contre l'aide, bien au contraire. Je ne veux pas devenir en plus invisible dans une société où, du coup, on s'entraide plus du tout. On est chacun un individu et on n'a plus du tout
t'échanges avec l'autre et tout. Non, bien au contraire. Hein, merci de ta question parce que j'allais tempérer après mes propos. Mais voilà, moi, ce qui me dérange profondément, c'est le manque d'écoute et l'absence totale, de consentement de l'autre, quoi. Il y a des aides des fois qui sont quand même profondément violentes et qui du coup impliquent un mal-être. Par contre, j'amènerais quand même une nuance, c'est que il faut quand même, en tant que personne handicapée, être profondément sociable et ouverte à l'échange, au dialogue et à éventuellement être en capacité de répondre approximativement 25 fois dans une même journée, voire même matinée. Non, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aide. Merci, bonne journée, au revoir. Et ça, en vérité, il ne faut pas le nier non plus, quoi. Il ne faut pas l'oublier. Il y a cette réalité-là, des fois aussi, d'être... Bon, voilà, je ne sais pas comment finir ma phrase. Et non, mais oui, malheureusement, en effet, il se passe des choses dans une vie d'une personne handicapée aussi qui fait qu'on n'est pas toujours capable de répondre en mettant les formes, en étant agréable, courtois, parce que là aussi, il y a cette pression que la personne handicapée doit rester courtoise, ne peut pas faire valoir ses droits, ne pourrait pas se plaindre. Là aussi, on essaye de ranger la personne handicapée de côté pour qu'elle soit gentille, mais ça peut arriver où il y a des moments où on a envie de casser des gueules aussi. Je me demandais par rapport à ça, est-ce que ça parle du handicap, ces réactions, ou ces propositions d'aide, ou est-ce que ça parle plus de l'angoisse des personnes face au handicap, en fait? Parce que moi, j'ai l'image de la maman qui dit t'as faim et qui t'a même pas eu le temps de répondre que t'as déjà l'assiette pleine, ou vas-y, j'ai froid, mets ton pull. Voilà. Et finalement, ça parle plus de soi et en fait, je sais pas comment dire. C'est encore pire, j'ai envie de dire, parce qu'au final, vous n'existez pas. Oui. L'autre n'existe pas. Mais du coup, est-ce que ça parle tant que ça du handicap, en fait? Alors, la répétition, je vois bien ce que dit Camille, la répétition tous les jours 25 fois, oui, ça finit par vous parler à vous, quoi, en tant que personne non valide, voilà. Mais je sais pas. Mais oui, non, en effet, je pense que vous avez totalement raison. Il y a ces deux catégories où il y a les gens qui vont sincèrement nous poser la question, nous entendre et nous considérer. Il y a à côté de ça ces personnes qui vont uniquement répondre à leur angoisse, leur parler à eux-mêmes en nous oubliant de l'équation. Et en effet, à ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose, clairement. C'est à la personne de s'en rendre compte, d'en être conscient et de travailler sur ce sujet-là si elle en a envie, évidemment. Mais ça, en effet, c'est limite. Oui. En effet, ça ne parle pas directement du handicap, mais je pense que c'est aussi une conséquence de ce manque de visibilité, comme on a pu en parler, et notamment dès le plus jeune âge, dès l'école, en fait. Où je pense que les jeunes enfants vont oser poser des questions que très vite on va leur dire d'arrêter de poser. Parce qu'apparemment, il ne faudrait pas les poser. Et là, on revient à la question de handicapé, c'est le mot interdit, etc. etc. Non, monte pas dans le fauteuil, ça porte malheur. Non, n'essaie pas les béquilles, ça porte malheur. Ne regarde pas, ne pointe pas du doigt. Chut. Pas d'autres questions? J'avais une question vis-à-vis sur le sujet de la représentativité qu'on peut avoir, de la représentation des personnes en situation de handicap. Deux questions même, liées un peu à la fiction. Les personnes en situation de handicap dans les fictions.
Est-ce que ça peut aider justement à mieux savoir, est-ce que la fiction peut aider à mieux savoir comment se comporter avec une personne en situation de handicap ou pas, si jamais justement elle est représentée là dans ces films, au théâtre ou peu importe. Tu disais aussi, Camille, tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de personnes en situation de handicap au cinéma, ou du moins qui n'arrivaient pas à trouver des rôles ou des choses comme ça. Il y en a qui se font quand même, mais malgré tout, on embauche un petit peu ces personnes-là en situation de handicap pour représenter, jouer des rôles de personnes en situation de handicap. Parce que dans un sens, on se dit youpi, ça y est, il a du job, il a du travail, il y a des personnes en situation de handicap qui sont sur les grands écrans, c'est parfait. En même temps, on se dit ouais, on les embauche que pour ça, quoi, au final, et ils sont pas capables de faire autre chose finalement. Bon, déjà, malheureusement, je l'annonce, je perds spectatorisme, et ça sera les 2 dernières questions, parce qu'il reste 5 minutes, et que, vu le sujet, ça sera un record de parler tout ça en 5 minutes. Mais en effet, c'est un gros morceau, on a parlé tout à l'heure, de la représentation de handicap dans l'audiovisuel. Un chiffre dont j'ai pas parlé, un chiffre de la CNSA qui est sorti il y a quelques temps maintenant, 2019 si je ne m'abuse, c'est que la représentation de handicap dans les médias français, donc télé, film, tout, on est à moins de 1%. Alors qu'on est 20% de personnes en situation de handicap en France. Après, il y a plein de problématiques connexes là-dessus qui vont mettre des freins, évidemment. Mais la question de la représentation, en effet, moi, je pense qu'elle aiderait. La question aujourd'hui qu'on ne se pose pas et que le média ne se pose pas, on va parler du cinéma pour résumer, c'est comment avoir une bonne représentation de la personne handicapée. Parce qu'aujourd'hui, je pense il se passe plus ça dans le cinéma pour le quota, d'un côté, et parce qu'apparemment, aujourd'hui, dans les films, il faut des quotas de diversité. Et je pense plus grave que ça, que c'est un fantasme d'acteur d'incarner des personnes handicapées, parce que ça arrive tellement pas souvent, et c'est pour ça qu'on arrive aussi à ce phénomène de creeping up où ça va être des personnes valides qui vont incarner des personnes handicapées, parce qu'on n'est pas là pour incarner vos fantasmes en fait. Et on parle souvent aussi dans le cinéma de male gaze, female gaze pour le féminisme, mais je pense qu'on peut faire un parallèle avec le handicap. Pour moi, il y a un valid gaze et un disable gaze qu'on, pour l'instant, n'a pas été théorisé et pas mis en pratique. Ouais, et puis pour rejoindre ce que tu dis, c'est intéressant que ça soit toujours... si rôle principal il y a par une personne handicapée, enfin, en tout cas par un rôle de personne handicapée joué par essentiellement invalide ou quelques-uns qui ne le sont pas, mais c'est qu'en fait aujourd'hui le handicap reste encore quelque chose d'un peu spectaculaire, qui questionne, qui rend très curieux, et où du coup il est clairement possible de créer et d'écrire une histoire là-dessus, quoi. Et c'est comme si, voilà, tout vécu finalement de personnes handicapées était un petit peu spectaculaire de par ce principe-là, quoi. De la naissance jusqu'à la mort, il y a des choses à dire parce que forcément. Et puis ces personnes-là font obligatoirement des choses incroyables. Voilà. Et du coup là, ça questionne un peu. Et la dernière conférence, on avait eu quelqu'un qui avait dit, une personne aussi en situation de handicap, qui avait demandé à ce qu'il y ait des figurants handicapés, et qu'il attendait que ça, qui est en fait juste des personnes qui boivent un café derrière les acteurs principaux et qui soient juste en fauteuil, en fait. Et ouais, en fait. Et comme ce soit le cas dans la pub, comme ça soit le cas partout, en fait. C'est vrai. Mais malheureusement, il faut passer par une base de quotas pour permettre ça. Et aussi, je pense que s'ils passaient par une base de personnes en situation de handicap mais qui font de la comédie, on aurait plus de chances d'avoir une représentation juste et donc qui soit montrée au plus grand nombre. Et il me semble que tu avais une deuxième partie à ta question et je l'ai oubliée.
la place de la personne handi dans la fiction, dans les rôles de fiction. Oui, alors moi pour le coup, en effet, il y a ce côté-là d'être figurant d'une personne lambda, mais je pense que on peut être héros lambda. Il y a déjà des séries anglaises qui font ça, je pense. J'avais le nom de la série, bref. Je pense à une série dont la personne est TMC. Et en fait, la série, c'est uniquement sur sa vie quotidienne, sur le fait qu'elle va au travail, etc. Et qu'il n'y a pas besoin forcément de plus. Il n'y a pas besoin de faire un Avengers avec des personnes handicapées. Pardon. Monk. Non, c'est une fille, non, c'est une série espagnole, non, Damien? C'est une série anglaise avec une personne gay et IMC, cerebral palsy en anglais. Et je la vois, je vois le personnage, mais je n'ai plus le nom. On mettra en référence en bas. Mais c'est ça, on mettra la référence et peut-être que j'aurai une élimination et que je pourrais vous en parler en off. Et sur ce, je crois que c'est l'heure de sonner la fin de cette dernière émission de Dear Valley People de 2022. On vous remercie d'avoir été présent, d'avoir réagi, d'avoir été à l'écoute. Et on se redonne rendez-vous l'année prochaine. Donc, quand... Merci. On écoute dans cette salle jeudi 5 janvier 2023 à 18h. De 18h à 19h30 dans cette même salle pour parler avec une invitée. Oui, l'année prochaine, on a décidé de réinviter ou d'inviter des gens à venir avec nous sur scène pour échanger du handicap. On l'a eu un petit peu aujourd'hui, mais c'est vrai que ça demande de donner de l'espace à tous les types de handicap. C'est pas quelque chose de facile, mais qu'on va chercher à faire l'année prochaine, une fois par mois, ici, à la Case Café. Merci. Bonne soirée à tous et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Dear Valley People. Valley People.